dès le collège, je commençais à me comparer aux autres filles de ma classe. Je me trouvais trop grosse, je trouvais que j'avais des trop grosses fesses par rapport à mes copines. Je me suis dit, ok, là maintenant, c'est soit je m'en sors, soit je passe de l'autre côté. Parce que clairement, je peux pas continuer ma vie comme ça. Une vie entière comme ça, c'est pas possible. Il y a beaucoup de femmes avec qui je discute qui me disent, ouais, mais de toute façon, quand on a des troubles du comportement alimentaire, on peut jamais vraiment s'en sortir, on n'en guérit jamais vraiment. Et ça, c'est vraiment une fausse croyance que j'aimerais briser. Je suis la preuve vivante que l'on peut vraiment se soigner en profondeur des troubles du comportement alimentaire. Quand il y a un symptôme qui apparaît, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas le coup de la malchance. Plus vous allez être contrôle fric sur votre alimentation, sur votre rapport à la nourriture, plus ça sera compliqué de retrouver justement cette relation d'écoute bienveillante avec votre corps. Genre, meuf, comment c'est possible d'avoir oublié un paquet d'M&M's dans le placard? Depuis votre naissance, votre corps, il est programmé pour deux choses. Votre survie et... Bienvenue sur Les Voix de la Santé, le podcast dédié à une approche plus globale, plus humaine et plus consciente de la santé et du bien-être. Je suis Mélanie Fray et ici on parle de santé holistique à travers des conseils concrets, des témoignages inspirants et des échanges avec des professionnels passionnés. Comment retrouver une relation saine avec son corps et avec la nourriture? C'est un sujet qui touche énormément de femmes, qui m'a aussi beaucoup touchée pendant des années, de l'adolescence jusqu'à mes 25 ans. Et donc forcément, aujourd'hui, j'avais envie de commencer ce premier épisode de mon podcast en solo sur ce sujet-là, puisque les troubles du comportement alimentaire m'ont façonnée. J'ai grandi avec des troubles du comportement alimentaire et je suis aussi devenue la thérapeute holistique que je suis grâce aux troubles du comportement alimentaire que j'ai pu avoir. Donc forcément, j'ai vraiment envie de vous transmettre tout ce que j'ai pu apprendre au travers de mon expérience, mais aussi de mes formations. Je me suis énormément formée à des approches holistiques et c'est ce qui fait aujourd'hui que je suis cette thérapeute holistique avec cette vision globale de la santé, de l'être humain. Et donc les troubles du comportement alimentaire m'ont menée à ce que je suis aujourd'hui, donc forcément, j'avais envie de commencer ce premier épisode solo sur ce sujet-là. Donc pour vous expliquer un petit peu, j'ai, dès l'âge de 15 ans, voulu faire un régime puisque dès le collège, je commençais à me comparer aux autres filles de ma classe. Je me trouvais trop grosse, je trouvais que j'avais des trop grosses fesses, un trop gros ventre, que j'étais trop pulpeuse par rapport à mes copines et donc durant l'été qui séparait ma troisième de mon entrée en seconde, j'ai voulu faire un régime. Sauf que, bah, quand on commence à perdre du poids et qu'on voit qu'on a le contrôle sur son corps, ça devient grisant et on perd totalement le contrôle et on glisse doucement vers l'anorexie. Donc j'ai vécu l'anorexie durant toute mon année, de seconde. Ensuite, j'ai vécu l'orthorexie, puis j'ai basculé dans l'hyperphagie et l'hyperphagie, je l'ai vraiment, pareil, explorée de fond en comble à des degrés plus ou moins importants durant on va dire de mes 17 ans jusqu'à mes 24 ans. Et j'ai donc eu un long parcours pour réussir à m'en sortir et la raison pour laquelle aussi j'ai vraiment envie de faire ce podcast-là, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes avec qui je discute, qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui ont une relation compliquée avec la nourriture, qui me disent: «Ouais, mais de toute façon, quand on a des troubles du comportement alimentaire, on peut jamais vraiment s'en sortir, on n'en guérit jamais vraiment». Et ça, c'est vraiment une fausse croyance que j'aimerais briser parce qu'en réalité, si, je suis la preuve vivante que l'on peut vraiment se soigner en profondeur des troubles du comportement alimentaire. Mais c'est certain, ça demande une vision justement holistique, globale de la santé. Je pense aussi que, il y a 10 ans, quand moi j'avais mes troubles du comportement alimentaire, on n'avait pas toutes, les informations, toutes les nouvelles, données, recherches scientifiques qui ont été faites sur le sujet. Je pense qu'aujourd'hui, quand une adolescente se présente pour, des troubles du comportement alimentaire auprès d'un psychiatre ou d'un professionnel de la santé qui s'est spécialisé dans ce sujet-là, je pense qu'elle sera mieux accompagnée que moi, ce que j'ai pu l'être. Mais encore que, je pense qu'il y a des clés que je peux vous donner qui vous aideront sur votre chemin. Bien évidemment, cet épisode-là, il ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui ont, de l'anorexie, de l'hyperphagie ou, de l'orthorexie.
Il y a beaucoup de femmes qui ont parfois simplement des désordres alimentaires, une alimentation de type émotionnel sans forcément avoir des troubles du comportement alimentaire. Ce sont 2 choses qui sont bien différentes, mais il y a des choses similaires qu'on va retrouver chez les 2 types de personnes. Que ça soit les personnes atteintes de TCA, donc les troubles du comportement alimentaire, ou chez, les personnes qui ont simplement des petits désordres alimentaires, eh bien, on peut retrouver des mécanismes, dans la, relation à la nourriture et dans la relation au corps qui peuvent être similaires. Je dirais simplement que chez les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, ces mécanismes-là vont être beaucoup plus accentués et profonds que chez une personne qui a simplement des petits désordres alimentaires. Et aussi, ce qui est très important, c'est que durant ces moments de grande détresse, lorsque, j'ai souffert d'hyperphagie et que ça m'a doucement fait descendre dans une dépression. Je me suis vraiment retrouvée seule avec moi-même et je me suis dit: «OK, là, personne ne peut m'aider». J'étais vraiment en errance médicale puisque j'avais vu plein de thérapeutes et il y en avait vraiment aucun qui savait m'aider, qui savait me proposer quelque chose de cohérent, de vraiment efficace. Donc je me suis vraiment sentie en errance médicale et je me suis dit: «OK, là, maintenant, c'est soit je m'en sors, soit je passe de l'autre côté parce que clairement je peux pas continuer ma vie comme ça, une vie entière comme ça, c'est pas possible». Et en fait, il y a quelque chose au fond de moi qui m'a dit: «Non, tu vas réussir, tu vas trouver les clés, tu vas t'en sortir et dans quelques années, tu aideras à ton tour les femmes à t'en sortir». Et donc voilà, aujourd'hui, je suis cette personne et je suis très, très ravie et c'est toujours, pour moi un moment, émouvant de repenser à ce moment-là qui était à la fois, très dur, qui était très sombre, mais qui m'a permis, bah, de rebondir et d'être là aujourd'hui à vous parler devant cette caméra et à vous transmettre toutes les clés que j'ai pu apprendre pour que vous n'ayez pas à perdre, des années comme moi j'ai perdu pour retrouver le chemin de la pleine santé et de l'équilibre. Donc on y va, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter les 10 piliers pour retrouver une relation saine avec son corps et avec la nourriture. Prenez un petit thé, une petite tisane, mettez-vous bien confortable et c'est parti. Donc ces 10 piliers, je les ai découpés en 2 parties. La première partie, c'est les 5 piliers pour retrouver une relation saine avec son corps et la deuxième partie, 5 piliers pour retrouver une relation saine avec la nourriture. Et croyez-moi, cet ordre, il a une logique bien pensée. C'est pas pour rien que je vais d'abord vous parler des piliers pour retrouver une relation saine avec votre corps avant de vous parler des piliers pour retrouver une relation saine avec la nourriture. Parce que c'est quand on retrouve justement une relation saine et apaisée avec son corps que la relation avec la nourriture suit. Et ça, c'est un point qui est essentiel parce que beaucoup de personnes qui ont des problèmes avec la nourriture se focalisent sur la nourriture alors qu'en réalité, il faut dézoomer et voir tout ce qu'il y a autour et ensuite la relation avec la nourriture suit. Premier pilier, arrêtez de vous dissocier de votre corps. Votre corps, c'est pas quelque chose qui est étranger à vous. Vous êtes un tout. Et certes, ça, c'est ma vision et c'est une vision qui est holistique et même un peu spirituelle, mais vous êtes quelque chose de subtil, une énergie, une âme, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui s'incarne dans un corps. Et ensemble, vous êtes intimement connectés. Votre corps n'est pas quelque chose d'extérieur qui vous veut du mal et qui fonctionne à part. En fait, vous fonctionnez en intime connexion, en interrelation et en miroir même, je dirais. Votre corps est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de comment votre énergie, votre âme est à l'intérieur de vous. Et c'est hyper important parce que même pendant longtemps, durant mon exercice de kiné, je recevais toujours à mon cabinet des patients qui étaient complètement dissociés de leur corps. Et ça, je le savais comment? Je le savais parce qu'ils parlaient mal de leur corps comme si c'était quelque chose d'étranger. Du style: «Ah, fichu je suis, oh ce dos-là, il me fait suer». Mais en fait, comment tu peux parler comme ça de ton corps? Ton corps, c'est pas quelque chose d'étranger, ton corps, c'est toi. Et ton corps, en fait, il ne fait qu'exprimer quelque chose qui ne va pas. Et en fait, c'est la même chose quand il y a des troubles du comportement alimentaire ou une mauvaise relation avec son corps. On a tendance à se dissocier de lui et à mal parler de lui. «Ouais, fait chier ce bourrelet», «Ouais, ces grosses cuisses», «Ouais, cette peau», «Ouais, ce visage, je peux pas me voir en peinture». Mais tout ça, c'est triste en fait de parler de soi comme ça et de parler de son corps comme ça parce qu'en réalité, votre corps, je vais y venir bien après et je vais entrer dans le détail, mais
C'est vraiment c'est vous, c'est l'expression physique de ce qui se passe énergétiquement en vous. Et quand je dis énergétiquement, c'est encore une fois la partie subtile, c'est votre âme, c'est votre conscience et encore une fois, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais vous n'êtes pas dissocié de votre corps. Arrêtez de vous dissocier de votre corps, c'est vraiment la première étape pour, rebâtir avec lui une relation saine de bienveillance. Donc cessez de le voir comme un étranger, comme quelque chose, qui est, complètement extérieur à vous et ça me permet de faire le lien avec le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est de voir votre corps comme un allié. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que depuis votre naissance, votre corps, il est programmé pour 2 choses: votre survie et faire en sorte de maintenir l'équilibre. Tout ça dans le but de vous maintenir en bonne santé le plus possible. Quand il y a un symptôme qui apparaît, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas le coup de la malchance. C'est pas, parce que, votre corps, il vous met, comme ça, des balles pour vous ralentir. Non, votre corps, il va juste exprimer une souffrance, une difficulté. Quand il y a un symptôme qui apparaît, c'est simplement la résultante d'un équilibre qui est rompu. Et quand cet équilibre il est rompu, la meilleure manière pour l'aider à retrouver l'équilibre, c'est d'essayer de comprendre ce qui a créé le déséquilibre et ensuite de tout mettre en œuvre pour aider son corps à ramener l'équilibre. Parce qu'encore une fois, votre corps, il est programmé pour votre survie et pour vous maintenir en bonne santé. Donc quand il y a un symptôme qui apparaît, c'est tout simplement parce qu'il n'arrive plus. Et il n'arrive plus pas par hasard. Il n'y arrive plus parce que certainement qu'il y a pas la bonne alimentation, qu'il y a trop de stress, qu'il y a pas un bon sommeil, qu'il y a pas une bonne respiration. Il y a plein de raisons possibles qui peuvent faire que l'équilibre est rompu et que le corps n'arrive pas à retrouver l'équilibre de lui-même. Mais vous êtes bien d'accord que si demain vous vous coupez, vous n'avez pas à demander à votre corps pour qu'il cicatrise, il va le faire tout seul. C'est cette intelligence interne que vous avez, depuis votre naissance, depuis votre conception, qui fait que votre corps, il est intelligent et encore une fois, qu'il est programmé pour votre survie et pour vous maintenir en bonne santé. Donc déjà, avoir ça en tête, c'est hyper important parce que ça va vous permettre de recontextualiser le fait que, vous avez peut-être, du surpoids, de la cellulite, des boutons, des choses qui font que vous êtes inconfortable avec votre corps. Bah, c'est pas le coup du sort, c'est pas c'est pas irréversible, hein, aussi, c'est ça qui est important. C'est qu'encore une fois, notre corps, quand on lui donne les bonnes clés, les bons outils, qu'on fait ce qu'il faut, il retrouve l'équilibre. Et ça, vraiment, je peux vous l'attester à 100 parce que, je l'ai moi-même vécu et en plus, c'est mon métier. J'accompagne au quotidien des femmes qui viennent me voir avec, plein de déséquilibres. Parfois, elles ont ces déséquilibres-là depuis, des dizaines d'années et finalement, en mettant en place les bonnes choses, le corps retrouve son équilibre. Donc voyez votre corps comme un allié. Le troisième pilier, c'est de faire les choses par amour et non par contrainte. Dans le sens où c'est hyper important pour retrouver une relation saine avec son corps, de faire les choses pour lui, par amour pour lui, pour notre bien-être général, et non parce que on veut imposer des choses ou que l'on veut contrôler des choses. Je vous donne un exemple très concret, le sport. Si aujourd'hui vous faites du sport parce que vous voulez contrôler votre poids, que vous voulez, avoir certains aspects physiques et donc que vous vous imposez certaines séances sans vous écouter et que vous mettez votre corps en situation parfois de grande fatigue physique et nerveuse, ça ne peut pas aller. Et donc ça, c'est aussi un point qui est essentiel, c'est de réapprendre à faire les choses par amour. Par exemple, comme je vous l'ai dit, donc je suis passée par l'anorexie, j'ai ensuite vécu de l'orthorexie. Concrètement, quand on est anorexique ou qu'on est orthorexique, on ne fait pas du sport pour sa santé. On fait du sport pour contrôler et contrebalancer ce que l'on mange. Et l'activité sportive va être plus ou moins importante par rapport à ce que l'on a mangé. Et ça, c'est quelque chose qui m'a demandé énormément de travail personnel, pour réussir à déconstruire, cette, habitude que j'avais vraiment, bah, nourrie en moi de faire du sport pour contrôler ce que je mangeais et de devoir bouger en permanence pour contrebalancer mes apports. Sauf qu'en réalité, déjà, soyons bien clairs sur quelque chose, même si vous ne faites rien de la journée, votre corps, lui, va dépenser de l'énergie pour faire fonctionner votre corps, pour digérer, pour faire fonctionner votre cerveau, votre cœur, et cetera, et cetera. Donc déjà, ça, c'est un point qui est essentiel et ensuite, c'est aussi essentiel
de comprendre que votre corps, il va mieux répondre quand vous faites les choses par amour et avec de l'écoute que quand vous faites les choses par le contrôle. Et c'est la même chose avec la nourriture. Faut pas manger un plat avec des légumes verts et du poisson, un repas qui est parfaitement équilibré parce que vous vous l'imposez et que c'est comme ça. Il faut le faire avec cette conscience intérieure de: «OK, je fais ça parce que je sais que ça va être bon pour mon corps, je veux que mes cellules, elles se régénèrent bien, je veux que mon corps, il arrive à produire de la bonne énergie et donc pour mon corps, par amour envers lui, parce que je sais que c'est ce dont il a besoin, eh ben, je vais lui apporter ça». Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui change tout. Quatrième pilier, réapprendre à écouter les signaux de son corps. Ça, c'est vraiment essentiel parce que quand on est dans un mécanisme justement de contrôle, on n'écoute plus son corps. On fait les choses de façon militaire. J'ai mangé ça, je dois me dépenser de temps. Ce soir, j'ai telle activité, donc il faut que je mange ça. Et du coup, on n'est plus du tout dans une relation saine d'écoute. Alors que notre corps, encore une fois, comme il est programmé pour notre survie et pour nous maintenir en bonne santé, il nous donne en permanence les bons signaux. Mais il nous donne les bons signaux déjà si on est en mesure de l'écouter, parce que quand on a passé des années à ne pas l'écouter, forcément, bah, au bout d'un moment, il est complètement déréglé et il est plus en mesure de nous envoyer les bons signaux. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas en mesure de l'écouter, vous ne pouvez pas justement suivre ses bons conseils, si je puis dire. Et il y a quelque chose qui est vraiment aussi important, c'est que écouter votre corps, c'est le respecter et respecter votre corps, c'est l'aimer. Et là, en fait, vous avez vraiment, l'équation parfaite pour avoir une relation saine avec votre corps. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être en mesure, ou en tout cas être dans cette intention d'écouter les signaux de faim, de satiété, de votre énergie, dans le sens où est-ce que je me sens très en forme ou est-ce que je me sens, fatiguée? Comment est mon énergie intérieure aujourd'hui? D'écouter votre cycle, comment vous fonctionnez dans votre cycle féminin. On va pas faire par exemple, faire la même activité physique quand on est en phase, ovulatoire, ou, folliculaire versus, je suis en phase lutéale versus je commence mon nouveau cycle et j'ai mes règles. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui est important et qui vient également nourrir cette relation d'écoute bienveillante avec le corps. Et donc plus vous allez écouter les différents signaux de votre corps, plus vous allez être en mesure de le respecter et franchement, une fois que vous avez ça, je vous assure que c'est tout simple. Le corps, il vous guide. Si vous écoutez les signaux de faim, de satiété, de repos, d'énergie, bah, en fait, votre corps, il va fonctionner de façon optimale. Et quand le corps, il fonctionne de façon optimale, et c'est là tout le paradoxe, c'est que naturellement, il perd du poids. Donc en fait, c'est quelque chose que j'explique souvent à mes consultantes en accompagnement, c'est que au lieu de vouloir tout contrôler et de se mettre dans un état de fatigue et d'être complètement dérégulé, et donc on ne perd pas du poids quand on est dans ces conditions-là, bah, la clé, c'est justement de se poser, de se mettre sur stop et de revenir à des choses essentielles comme l'écoute. Et à partir de là, le corps refonctionne de façon optimale et à partir de là, on perd du poids naturellement. Donc, vous voyez, je trouve que c'est un paradoxe qui est énorme. Le cinquième pilier, c'est de changer son dialogue intérieur. Parfois, il y a certaines femmes, elles arrivent en consultation et quand je les écoute parler d'elles, parler de leur corps, je me dis: «Mais c'est fou, même à leur fille ou à leur meilleure amie, elles ne parleraient pas comme ça». Et ça, c'est essentiel quand vous avez des pensées qui arrivent comme ça dans votre tête à propos de votre corps, demandez-vous si vous parleriez comme ça à votre fille, à votre enfant ou à votre meilleure amie. Et la réponse, elle est souvent non. Donc c'est hyper important, encore une fois, si vous voulez, recréer cette relation saine et bienveillante avec votre corps, vous devez vous parler différemment et donc changer votre dialogue intérieur. Donc ça passe par développer cette pleine conscience, de ses pensées pour pouvoir justement les arrêter quand on prend conscience que: «Ah, j'ai une pensée qui arrive là, je suis en train de me juger, je suis en train de me dire que je suis grosse, que je suis moche, que j'ai des grosses cuisses, que j'ai de la cellulite» et ensuite on sait qu'il y a tout un dialogue intérieur qui va se poursuivre avec des émotions négatives et cetera et donc aussi potentiellement derrière des actes qui sont négatifs pour nous et notre santé. Donc c'est hyper important de prendre conscience de ces pensées quand elles émergent, parce que ça va pouvoir vous permettre derrière de démanteler tout un conditionnement automatique lié à ces pensées négatives. Et ça, c'est un des points justement qui est essentiel quand on a
des troubles du comportement alimentaire et c'est aussi une des raisons pour lesquelles la méditation de pleine conscience, peut vous aider à vous soigner des troubles du comportement alimentaire parce qu'elle vous permet justement de développer cette capacité à être plus conscient de vos pensées et donc de vos conditionnements automatiques. Et donc naturellement, comme je vous le disais, une fois qu'on a retrouvé cette relation saine avec son corps, eh bien la relation avec la nourriture va suivre. Faut bien comprendre que c'est pas l'inverse et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus vous allez être contrôle fric sur votre alimentation, sur votre rapport à la nourriture, plus ça sera compliqué de retrouver justement cette relation d'écoute bienveillante avec votre corps. Alors qu'en réalité, c'est la clé pour être dans l'équilibre, permettre au corps de fonctionner de façon optimale et donc atteindre les objectifs que l'on souhaite de rayonnement, de légèreté, de bien-être, de perte de poids parfois. Donc, c'est hyper important de commencer d'abord à focaliser son regard sur OK, là, ça fait des années que j'ai une mauvaise relation avec mon corps. Je remets les choses à plat et je fais en sorte de renouer cette relation d'écoute bienveillante et non jugeante avec mon corps. Et à partir de là, vous allez voir, il y a tout qui va en découler. Mais on va tout de même embrayer sur les 5 piliers pour retrouver une relation saine avec la nourriture. Le sixième pilier, c'est sortir de la logique des interdits. Plus un aliment va être interdit, plus il devient obsédant. Plus un aliment est obsédant, plus il crée une sensation de tension intérieure parce que dans notre cerveau reptilien, si on se dit que quelque chose est interdit, il y a quelque chose qui s'allume et donc on se dit: «Oh là là, mince, j'ai pas le droit de manger ça, j'ai pas le droit de manger ça» et donc ça augmente la focalisation sur ce dont vous n'avez pas le droit de manger. Ça augmente la tension jusqu'à ce que, hop, il y ait une levée de l'interdit et vous vous autorisez à manger cet aliment en question et en général, c'est pas avec une seule bouchée et c'est comme ça qu'il y a les crises alimentaires. Donc c'est hyper important et c'est encore une fois un des grands paradoxes que beaucoup de femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire ont du mal à, à accepter et à mettre en œuvre parce que justement, quand on a des troubles du comportement alimentaire, on fonctionne sur un système d'interdit, alors qu'en réalité, eh bien, c'est en se disant que tout est autorisé, que l'on va dans notre système nerveux et au niveau, de notre cerveau reptilien et de d'autres zones dans notre cerveau, apaiser, l'instinct de survie et la notion de danger et à partir de là, quand ces systèmes-là s'apaisent, il y a moins de frustration, il y a moins de tension intérieure et donc il y a moins de crises alimentaires. Donc c'est un point qui est essentiel et qui peut vraiment, en fait, tout vous changer. Donc c'est pour ça, c'est hyper important de se dire: «Il y a rien qui est interdit» et je vous assure que moi, au début, quand on m'a dit ça, alors, on me l'a pas dit. En fait, pour tout vous dire, je l'ai appris en visionnant des webinaires, de nanas américaines. Comme d'hab, hein, les États-Unis sont toujours un peu en avance, sur nous. Donc à l'époque, hein, ce que je vous ai pas dit, c'est que du coup, j'ai fait un énorme travail de recherche personnelle pour réussir à me soigner des troubles du comportement alimentaire, même si bien évidemment j'ai été aussi aidée. Hem et bien, je suis beaucoup allée regarder dans ce qui se faisait aux États-Unis et donc il y avait des nanas qui étaient aussi passées par là, qui avaient fait de la recherche et qui démontraient que, ben, il fallait vraiment sortir de ce concept des interdits et elles expliquaient, bah, tout ce que je viens de vous expliquer, en fait et donc forcément, les premières fois que j'ai écouté ça, je me suis dit: «Mais attends, mais comment je vais faire, en fait? Si tout est autorisé, mais en fait, je vais faire crise sur crise. Ça va juste être, non-stop» et en fait, non, parce que finalement, au fur et à mesure c'est sûr, au début, c'est un peu, la merde, quoi. On ne sait pas trop comment faire, mais au fur et à mesure, les différents systèmes s'apaisent et on a moins besoin de se diriger vers ces fameux aliments-là parce qu'en fait, justement, on sait que, bah, à tout moment, si on veut les manger, bah, on peut les manger et plus ça s'apaise et plus on avance dans la relation d'écoute du corps et de rééducation alimentaire, plus en fait, bah, on devient naturellement insensible à ces aliments-là. Moi, clairement, l'exemple que je peux vous donner, c'est les M&M's, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais une crise alimentaire, je peux vous dire qu'il y avait un paquet d'M&M's qui y passait et c'était pas le petit paquet, hein, c'était le gros paquet. Donc voilà et j'étais vraiment, bah, incontrôlable pour le coup. C'était vraiment, il fallait que je me remplisse de ces M&M's là parce que je me disais en plus qu'après, bah, j'allais reprendre, que j'en mangerais plus, que ça serait interdit. Donc forcément, en ayant ce mode de pensée-là, je me créais toute seule
une frustration, une tension intérieure, une obsession envers ces aliments-là et donc forcément je recraquais derrière. Alors qu'aujourd'hui, des fois, je vais m'acheter des paquets d'M&M's, enfin, je vais me dire: «Tiens, allez, je m'achète un paquet», ça m'arrive, 1 fois par mois ou tous les 2 mois, mais souvent j'entame le paquet, j'en mange 4, 5 et ça m'est arrivé plusieurs fois d'oublier le paquet dans un placard et franchement, si j'avais pu dire ça à la Mélanie d'il y a 15 ans, elle m'aurait rigolé au nez. Genre: «Meuf, comment c'est possible d'avoir oublié un paquet d'M&M's dans le placard?» Mais en fait, si, je vous assure, c'est possible parce qu'il y a plus du tout la relation, à la nourriture, qui est comme avant, quoi. Donc quand la relation là, elle est apaisée, qu'il y a plus de notion d'interdit, en fait, on retrouve naturellement des dosages, qui sont équilibrés, qui sont sains et voilà. Et d'ailleurs, ce principe-là, c'est aussi beaucoup ce qui amène aux crises alimentaires parce que, souvent, vous savez, quand on est dans ce système-là de restriction et de lâcher prise, totale, souvent on va se dire: «Allez, là c'est le dernier repas où je me fais plaisir et ensuite demain, je resserre la vis, je reprends toutes mes habitudes comme il faut» et cetera et donc le fait de se dire ça aussi, ça va vous amener à naturellement manger beaucoup plus et à avoir une crise alimentaire qui va être beaucoup plus importante. Donc ça aussi, c'est essentiel, c'est d'arrêter de se dire: «Allez, là, c'est le dernier». Non et ça, c'est quelque chose que j'apprends, pareil, en accompagnement avec mes consultantes, parce que je peux vous dire que j'en ai, du coup, beaucoup des femmes qui ont des relations compliquées avec la nourriture et donc il y a tout un travail, de rééducation alimentaire qu'on fait au début de l'accompagnement et c'est de leur dire, «Non, mais là, en fait, ne te dis pas que tout ce que je t'ai mis dans ton plan alimentaire, c'est quelque chose de militaire que tu dois suivre à la lettre. Le but, c'est qu'on trouve ton équilibre par rapport à tout ce que je t'ai mis là. Donc on va y aller progressivement, on va faire les choses étape par étape et ce qui est encore une fois hyper important, c'est de venir apaiser le système nerveux, apaiser certaines zones dans le cerveau. Donc on va y aller de façon très progressive et logique pour atteindre nos objectifs et en faisant comme ça, on y arrive. Le septième pilier, c'est de voir la nourriture comme une information et non simplement comme des calories. C'est hyper important puisque, encore une fois, quand on est dans quelque chose de très, calculé, de très mental au niveau de la nourriture, on a tendance à, ne pas voir la nourriture comme justement quelque chose qui va aller nourrir nos cellules, mais vraiment comme, des apports, macronutriments, micronutriments, taux de lipides, de protéines, de glucides, OK, il me faut tant de glucides, tant de ceci, tant de cela, mais non. Ce qu'il faut avant tout, c'est revoir vraiment la nourriture, comme une information, comme quelque chose qui va vraiment nourrir votre énergie. Votre corps, il se régénère en permanence à partir de ce que vous mangez, de ce que vous buvez, puis aussi de votre état énergétique, vos pensées, votre état intérieur. Donc la nourriture va vous servir de matière première pour vous permettre de vous régénérer, pour permettre à votre corps de recréer des bonnes cellules, de recréer du sang, de la lymphe et de recréer votre énergie. Et c'est à partir de là que, vous pouvez vous réveiller le matin en très bonne forme ou pas, d'accord? Donc c'est hyper important de bien reconsidérer ça et de se dire: «OK, en fait, ce que je mets dans mon assiette, finalement, c'est pas qu'une histoire de calories, c'est une histoire aussi beaucoup d'énergie». Et à partir de là, c'est pareil, ça va vous changer votre rapport à comment vous faites vos assiettes, à comment vous mangez. Et ça revient un petit peu, vous savez, sur le fait de ne pas totalement séparer les choses. Tout comme vous ne devez pas vous séparer de votre corps, vous ne devez pas vous séparer du pouvoir que la nourriture a sur vous, en fait. Dans le sens où, encore une fois, la nourriture a quelque chose de très bon à vous apporter. La nourriture, elle vous permet de vous régénérer. Et c'est son devoir, c'est pour ça qu'on mange à la base. Donc c'est hyper important aussi de ne plus voir la nourriture comme des calories, mais vraiment de voir les aliments comme des matières premières qui vont vous aider à vous régénérer et qui vont permettre à votre corps de fonctionner de façon optimale. Le huitième pilier, c'est un pilier qui me tient à cœur, c'est de manger en pleine conscience. Manger en pleine conscience, ça permet d'une part déjà de bien digérer et donc de se sentir mieux dans son corps, mais surtout ça va vous permettre de recréer cette relation saine de plaisir avec la nourriture. Et ça vraiment, c'est un game changer. C'est certes, pour certaines personnes, un gros travail et comme je dis toujours, c'est une véritable rééducation alimentaire.
Mais si vous regardez bien, les enfants, quand on les laisse vraiment, avoir, une relation de découverte avec la nourriture, c'est quelque chose qui est inné. On a naturellement cette relation saine avec la nourriture où on va, prendre le temps de découvrir les aliments, on va, les prendre dans les doigts, on va appuyer, on va voir la texture, on va les regarder, on va sentir. Ensuite, on va mettre à la bouche, on va prendre le temps de déguster, d'en saliver, de voir ce qui se passe dans notre corps pendant qu'on est en train de mâcher l'aliment. Et ça, c'est quelque chose que les enfants font naturellement. Vraiment, si vous avez des enfants qui sont jeunes et que vous ne leur mettez pas la pression avec la nourriture, parce que ça aussi, c'est un point qui est essentiel, hein. Bien souvent, si vous mettez la pression à vos enfants avec la nourriture, bah, ils vont pas avoir, cette relation innée et il y a de grandes chances aussi que ça leur, développe des troubles du comportement alimentaire et il y a beaucoup d'enfants, de jeunes filles qui malheureusement, avec la pression familiale ou la pression des repas, peuvent développer des troubles du comportement alimentaire, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'est que, manger en pleine conscience, ça va vraiment vous permettre déjà de, justement revenir en contact avec les signaux, la faim, la satiété, parce que quand on est en pleine conscience, on est posé, on vient poser son attention à l'intérieur de son corps. Donc on se demande: «Tiens, là j'ai faim. OK, vers quoi mon corps est naturellement attiré? OK, bah, allez, je suis attiré là, je me vois bien un bon plat avec, des haricots verts, avec des œufs. Bon, bah, je vais me faire ça». Alors là, c'est pareil, vous allez me dire: «Non mais moi Mélanie, si je me dis vers quoi je suis attirée, je vais pas penser aux haricots verts et aux œufs». Bah oui, mais forcément, si vous êtes dans une relation, encore une fois, de restriction, vous allez focaliser votre attention sur ce qui est interdit. Quand il y a plus d'interdit, le corps, encore une fois, il va naturellement nous guider vers ce qui est bon pour nous. Donc je vous assure que moi, ce qui me fait envie, bah, c'est, des bonnes choses pour mon corps. Bien évidemment, il m'arrive d'avoir envie de choses qui sont moins bonnes pour mon corps, mais à 80 du temps, même 90 du temps, je suis attirée par les choses qui sont bonnes pour mon corps. Mais ça, c'est parce que j'ai fait tout ce travail-là que je suis en train de vous décrire. Donc manger en pleine conscience, ça va vous permettre de mieux écouter les signaux de votre corps, de manger détendu, de mettre votre corps dans les conditions idéales pour bien digérer, parce que je vous rappelle que la digestion se fait sur le mode parasympathique, qui est le Rest and Digest System, donc le système de la digestion et du repos. Et en plus de ça, ça va également vous permettre, donc comme je vous le disais, de reprendre plaisir avec la nourriture, de reprendre du plaisir en mangeant et donc de redévelopper une relation saine et de plaisir avec la nourriture. Donc d'une part, vous allez améliorer votre digestion, ce qui va vous permettre de vous sentir mieux dans votre corps et en plus, ça va vous permettre petit à petit de mieux écouter les signaux de faim et de satiété et donc de réguler la faim, la satiété, de diminuer les craquages émotionnels. Neuvième pilier, appliquer la règle du 80-20. C'est une règle que j'enseigne à toutes mes consultantes et qui est essentielle pour apprendre justement à avoir un équilibre. Parce qu'encore une fois, ce qu'on veut pas, c'est être dans quelque chose de trop militaire qui serait intenable. Parce que là, pour le coup, on pourrait vraiment entrer dans quelque chose qui serait du contrôle. Or, la vie, c'est quelque chose de fluctuant, c'est quelque chose qui est en mouvement. On peut pas avoir en fait toujours la même routine. Ça serait trop enfermant. Au niveau social, vous pourriez jamais sortir, partager des bons repas avec, les gens que vous aimez. Donc c'est hyper important d'avoir cette notion d'équilibre et encore une fois, je rappelle que votre corps, lui, ce qu'il cherche, c'est justement ça, c'est l'équilibre. Donc si ce que le corps, il recherche, c'est l'équilibre, nous, dans nos comportements, on doit aussi être dans cette recherche de l'équilibre. Donc dans la nourriture, on va aussi rechercher cet équilibre-là. Concrètement, 20 sur une semaine, si on considère que voilà, on a 3 repas principaux par semaine, vous faites 7 jours fois 3 repas principaux, ça fait 21 repas principaux. 20 ça fait 3 à 4 repas 3 à 4, plaisirs en tout sur la semaine. Sachant que tous les plaisirs ne comptent pas pareil. Je vous donne un exemple, c'est l'exemple que je donne à toutes mes consultantes en consultation. Vous allez au resto, vous vous prenez une pizza, avec, un verre de vin. Bon, là, ça va plutôt compter pour, 3 bons plaisirs. Par contre, si, vous êtes, au travail, une collègue apporte, un gâteau ou une tarte maison parce que c'est son anniversaire, vous en prenez une part au dessert ou au goûter, ça compte pour un plaisir. Et l'idée, c'est de venir, en fait, équilibrer ces plaisirs en termes de ce qui coûte, en points et de les équilibrer sur la semaine
pour que votre corps soit toujours, en fait, en capacité de bien digérer et que ça ne lui coûte pas trop. Et à partir de là, bah, je vous assure encore une fois que votre corps, il va naturellement, bah, se mettre sur son poids d'équilibre, il va bien fonctionner et il y aura aucun souci. Donc ça, c'est vraiment essentiel et c'est quelque chose que j'essaye de toujours rabâcher pour que ça entre bien dans la tête des gens. C'est que la santé, c'est pas la perfection. La santé, c'est l'équilibre. Et encore une fois, si notre corps, son but, c'est de nous maintenir en équilibre, on doit nous aussi rechercher l'équilibre dans nos différents comportements et dans les différents piliers de la santé. Et enfin, le 10e pilier, et il vient vraiment résumer tous les précédents, c'est de faire confiance à son corps. Et c'est quelque chose, je pense, qui est le plus compliqué quand on a passé des années à être dans des mécanismes de contrôle, mais c'est aussi le plus libérateur. C'est le plus libérateur parce qu'en fait, quand vous faites confiance à votre corps, il y a une sorte de lâcher prise intérieur qui s'opère, qui fait que vous allez être plus serein, que vous allez vous sentir justement plus léger et le corps va être moins en système de contraction, de résistance. Or, plus il y a de la résistance et de la contraction dans le corps, moins le corps peut fonctionner de façon optimale parce que ça crée de la tension un petit peu dans les principaux systèmes énergétiques, dans les organes digestifs aussi, et ça va les empêcher de fonctionner de façon optimale. Donc, encore une fois, plus vous allez lâcher prise, plus vous allez être dans cette relation d'écoute, de confiance, et plus tous les systèmes vont pouvoir fonctionner de façon optimale. Et vraiment après ça crée un cercle vertueux qui fait que, bah, vous vous sentez bien, vous vous sentez léger, vous vous sentez aligné, vous avez les idées claires, vous rayonnez et cetera. Et ça, pour moi, c'est vraiment la définition de la pleine santé. Donc faire confiance à son corps, concrètement, c'est quoi? C'est faire confiance quand notre corps, il nous dit: «J'ai pas faim». Il est 19h30, c'est l'heure à laquelle tu manges habituellement, mais là, j'ai pas faim. J'ai pas envie que tu m'apportes de la nourriture. OK, je te respecte. Ah, tu à 3/4 de ton assiette, il te reste un petit quart, mais là, moi, je suis plein en fait, ne me donne pas plus. OK, tu me dis que tu es à satiété, je t'écoute. J'ai pas peur de manquer, j'ai pas peur, de ne pas te donner assez. OK, je t'écoute. Là, par contre, j'ai super faim. Il faut que tu me donnes à manger. OK, mais bon, il est 10h, j'ai pris un bon petit déj, tout à l'heure, tu sûr que tu as vraiment faim? Ouais, j'ai faim. Bah, vas-y, je te donne à manger. Et en fait, oui, et autre exemple, là, je suis très fatiguée. J'ai vraiment besoin que tu te poses, que tu te reposes. Franchement, fais-nous dormir, s'il te plaît. Et OK, mais bon, il est 21h, c'est pas l'heure à laquelle je me couche d'habitude, puis ce soir, en plus, j'avais prévu une soirée avec des copines, ouais, mais bon, faut s'écouter. Donc vous voyez, en fait, rétablir une relation saine avec son corps, ça demande de lui faire confiance, de l'écouter. C'est pas facile tous les jours parce que, bah, parfois on a des impératifs, mais je vous assure qu'encore une fois, si on est là aussi dans cette idée de 80-20, eh ben, on y arrive et les choses se font, naturellement, progressivement. Et en fait, vraiment, pour moi, c'est vraiment le jour où j'ai commencé à faire confiance à mon corps que j'ai vraiment commencé aussi à pouvoir vraiment prendre soin de lui. Et c'est aussi pour ça que je voulais terminer par ce pilier-là. Je sais encore une fois, hein, que c'est le plus compliqué, mais comme je vous le disais, c'est aussi le plus libérateur. Donc faites confiance à votre corps. Encore une fois, rappelez-vous, votre corps, il est programmé pour 2 choses, votre survie et maintenir l'équilibre à l'intérieur de vous pour vous maintenir en bonne santé. À partir de là, si vous êtes au clair avec ça, bah, vous allez naturellement réécouter les signaux qui vous envoient. Donc voilà, je viens de faire le tour des 10 piliers qui sont essentiels pour moi pour retrouver une relation saine avec son corps et avec la nourriture. Si vous devez retenir qu'une seule chose, je dirais que c'est que votre corps n'est pas un ennemi. Votre corps avance avec vous, pour vous. Il évolue avec vous et en aucun cas votre corps ne vous veut du mal. Rappelez-vous que chacun de vos symptômes, c'est simplement l'expression que l'équilibre est rompu et que votre corps n'arrive pas à retrouver l'équilibre, mais que si vous essayez justement de l'écouter, de vous poser des questions sur qu'est-ce que je fais qui fait que mon corps n'arrive pas à retrouver l'équilibre, bah ensuite votre corps il va vous suivre. En fait, votre corps il n'attend qu'une chose, c'est que vous le mettiez dans les conditions parfaites pour qu'il puisse fonctionner de façon parfaite. Enfin, de façon optimale. Donc, c'est vraiment le point essentiel à retenir et ça demande donc encore une fois de changer de paradoxe dans le sens où la pleine santé physique, mentale, elle ne passe pas par une relation de contrôle avec soi et avec son corps, mais par une relation d'écoute bienveillante et non jugeante
Et à partir de là, le corps peut fonctionner de façon optimale et naturellement, il y a tout qui suit. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère sincèrement que ça vous aura énormément aidé. Dans le prochain épisode, je vous donnerai les 5 piliers d'une bonne digestion. Alors pensez à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne rien louper, à liker l'épisode aussi parce que ça me soutient énormément et surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode à toutes les personnes qui ont des relations compliquées, conflictuelles avec leur corps ou avec la nourriture. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt.